Bonjour tout le monde et bienvenue à nouveau sur EDC TV après une pause un peu longue, même si on a cassé la pause avec un épisode que l'on a publié récemment, mais aujourd'hui on reprend avec Métanoïa. Beaucoup de gens dans les commentaires m'ont demandé est-ce que l'émission a pris fin? Non, elle n'a pas pris fin, mais des circonstances particulières ont fait qu'on n'a pas pu refaire un épisode. Alors aujourd'hui c'est l'occasion de retrouver notre cher ami Jean-Jacques Crèvecoeur. Jean-Jacques Crèvecoeur, bonjour. Bonjour Rachid, très heureux de te retrouver après cette pause un peu involontaire, mais voilà, les circonstances ont été telles. Exactement. Moi de même, cher ami. Alors, la dernière fois, on avait abordé la question des émotions comme Oui, étant potentiellement un canal de manipulation pour la oui, propagande, pour le système, pour l'État, etc. Et on avait eu l'idée aujourd'hui de faire le focus sur une dimension plus humaine, plus interhumaine ou intrahumaine. C'est la question des manipulations, des petites manipulations, souvent inconscientes, comme on le verra, qui, malgré une bonne intention, finissent par pourrir les relations entre les personnes. Ça peut être vrai à l'intérieur d'un couple, ça peut être vrai entre des amis, comme ça peut être vrai dans une entreprise ou dans un petit collectif. Alors oui, pourquoi j'insiste sur le petit collectif? Parce qu'on vit une époque de résistance par rapport à une hégémonie qui se déploie depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles et des millénaires, et qui aujourd'hui approche de ce qu'on pourrait appeler une acmé ou une apogée. Et aujourd'hui, il devient vital de réapprendre à refaire communauté à une petite échelle qui soit une échelle humaine et pas une échelle désincarnée, qui est celle de l'État ou des structures continentales. Or, le fait est que, de par mon expérience, et la tienne très probablement, à chaque fois qu'on essaie d'établir un petit collectif, on retrouve ces petits trucs qui pourrissent la vie et que Louis Fouché appelle le P facteur humain. Alors, je vais pas dire le mot, mais voilà. Le P, ouais. beaucoup d'étoiles, facteur humain, voilà, qui pourrit la situation. Et donc aujourd'hui, on va tenter de voir comment, déjà, de comprendre ces mécanismes-là, et puis comment s'en libérer, ne serait-ce que relativement. Alors, peux-tu nous parler des principaux mécanismes en œuvre dès qu'il y a deux personnes? Oui, effectivement. Alors, juste pour la petite histoire, euh, si je me suis intéressé au phénomène de pouvoir et de manipulation inconsciente et involontaire, et j'insiste sur ce point, c'est parce que j'ai moi-même été confronté, j'en avais parlé, je pense, dans la première émission, à une situation très choquante lors de mon premier mariage, puisque moins de 3 mois après mon premier mariage en 1982, ma femme et moi, nous étions au bord de la rupture, en instance de divorce, et avec une question à laquelle nous n'avions aucune réponse, qui était, mais pourquoi, malgré les meilleures intentions du monde, deux individus peuvent détruire rapidement la qualité de leur relation? Et c'était d'autant plus choquant que nous avions quand même cheminé pendant 2 ans avant de nous marier. On était étudiants tous les deux. On avait une relation qui était surtout basée sur les valeurs spirituelles. On faisait régulièrement des retraites dans des monastères. On avait toute une démarche qui était intérieure et qui était très riche, qui était très belle et tout. Et le jour du mariage, les choses ont basculé. Enfin, le lendemain du mariage, les choses ont basculé. Je suis devenu mon père et j'ai projeté sur elle l'image de ma mère et inversement, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle est devenue sa mère et elle a projeté sur moi la relation assez difficile qu'elle avait eue avec son père. Mais ça, on s'en est rendu compte beaucoup plus tard. Et je dirais que à cause de cette connexion d'âme à âme spirituelle très profonde que nous avions, nous avons pris la décision de ne pas nous séparer et de nous mettre en quête de mais pourquoi et comment on en arrive à détruire nos relations. Alors, comme à l'époque, donc en 1982-83, il y avait très peu de théories de communication qui étaient déjà sur, je dirais, sur le marché, entre guillemets, qui étaient à la disposition du public. Il y avait juste un monsieur qui s'appelle Jacques Salomé, qui commençait sa carrière. L'analyse transactionnelle était très peu connue dans le grand public, c'était juste consacré aux entreprises. La PNL n'existait pas. Donc, il y avait très, très peu de choses qui existaient. Donc, on s'est tourné plus vers la psychanalyse d'une part. Et aussi, j'ai eu la chance, 2 ans plus tard, de rencontrer Edgar Morin,
où j'ai eu connaissance de toute l'approche systémique. Et je dirais que c'est vraiment ces deux démarches qui m'ont permis de comprendre pourquoi nous, les êtres humains, il est naturel que nous nous manipulions les uns les autres. C'est assez paradoxal ce que je suis en train de dire, mais à partir du moment où on commence à être capable de détecter, de repérer la présence de tentatives de jeux de pouvoir, on se rend compte que les jeux de pouvoir, inconscients et involontaires, sont à peu près partout. Alors, d'où est-ce que ça vient? Eh bien, je dirais la première origine, parce que bon, il y a plusieurs origines qui viennent se cumuler, mais la première origine vient de notre toute petite enfance, où lorsque nous sommes nourrissons, nous sommes évidemment totalement dépendants de notre nourrice ou de notre mère, ou en tout cas de la personne qui nous nourrit, pour satisfaire nos besoins fondamentaux. Et nos besoins fondamentaux, ils sont pas très nombreux au moment où nous venons de naître. C'est de boire, de manger, mais c'est même c'est un package en un. C'est de dormir, c'est d'avoir chaud, c'est d'avoir un abri, et c'est à peu près tout, et d'être propre. Mais nous n'avons aucun moyen de communication pour, je dirais, informer l'adulte qui prend soin de nous, qui est responsable de nous, du fait que nous avons un inconfort, du fait que nous avons mal au ventre, du fait que nous avons faim, que nous avons froid, que nous nous sentons isolés, perdus, etc. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons interagir avec l'adulte sans mots. On n'a aucun mot à ce moment-là, et on va juste interagir en pleurant, mais en réalité, ces pleurs, très vite, nous apparaissent comme un moyen de contrôle, c'est-à-dire je n'ai pas besoin de parler pour contrôler le comportement de l'adulte qui est responsable de ma survie. Et d'ailleurs, c'est une stratégie qui est tout à fait gagnante. Il y a d'ailleurs un psychanalyste dont j'ai oublié le nom, j'avais lu son livre il y a une trentaine d'années, qui disait « In the beginning, there were no words ». Au début, il n'y avait pas de mots. Et à partir du moment où nous allons commencer à grandir, à évoluer, nous faisons l'acquisition de la parole, mais c'est un peu comme si nous avions compris dès le départ que si nous voulons que nos besoins fondamentaux soient satisfaits, eh bien, nous allons devoir contrôler les gens de notre entourage pour nous rassurer sur le fait qu'effectivement, nos besoins vont être satisfaits. Et la meilleure manière, entre guillemets, enfin, ça c'est ce qu'on croit, parce qu'en réalité, ce n'est pas vrai à long terme, mais à court terme, la meilleure façon d'obtenir satisfaction pour prendre soin de nos besoins fondamentaux, c'est d'essayer de contrôler l'autre à travers des tentatives de jeu de pouvoir. Et donc, c'est là que, à un moment donné, avec la formation que j'ai suivie en psychanalyse structurale pendant 3 ans, avec la rencontre d'Edgar Morin en analyse systémique, où là, je vais parler un peu plus tard de cela, eh bien, j'ai pu faire le lien entre les jeux de pouvoir, les jeux de manipulation et les scénarios de contrôle qui se mettent en place dès notre naissance. Et donc, c'est pour cela que, finalement, ces jeux de pouvoir inconscients et involontaires, où nous essayons en permanence de nous contrôler les uns les autres, mais pas pour avoir du pouvoir sur l'autre, c'est simplement pour être rassuré sur le fait que, est-ce que mes besoins vont être satisfaits? Voilà. Et ça, pour moi, ça a été une découverte fondamentale. D'accord, donc il y a un substrat qui remonte à notre tendre enfance, où effectivement on était condamné à communiquer de manière non verbale, et que pour obtenir du lait, de l'affection, de l'amour, de la protection, on était obligé de manipuler, entre guillemets, Oui. nos parents, notre environnement. Mais n'y a-t-il pas un autre élément qui vient s'ajouter un peu plus tard à cela, qui est plutôt d'ordre culturel, et qui ferait que l'on pourrait qualifier les manipulations entre nous de communication implicite? Où Oui, effectivement, j'ai pas forcément envie de te dire directement pour ménager ton ego, pour etc. Donc, je vais te manipuler en espérant que tu comprennes que je tente d'obtenir quelque chose et que tu le fasses quand même.
Et là, par exemple, il y en a qui disent, alors je sais pas, tu connais très bien, je crois, Patrick Bernsteinas, où il Oui, parle de ces différences entre les genres, où la femme est plutôt dans cette communication implicite, l'homme est plutôt direct. Et donc, quand la femme veut que l'homme prenne ses outils et monte une étagère sur le mur, elle va pas lui dire va le faire, elle va lui dire ah, ça serait génial d'avoir une étagère sur ce mur-là. Ou oui. bien, t'as pas remarqué que ça pue, genre va sortir les poubelles. Voilà. Donc, parce qu'elle ménage son ego, parce que voilà, il y a beaucoup d'éléments. Est-ce qu'il n'y a pas cet élément culturel qui rentre en jeu? Alors, je ne sais pas si c'est un élément culturel, mais c'est en tout cas un élément humain que j'ai retrouvé dans plusieurs cultures, parce que j'ai quand même eu l'occasion d'intervenir euh, en Allemagne dans ma carrière professionnelle de formateur, en Belgique auprès de Flamands et de francophones en France. Je suis intervenu aussi évidemment au Québec où je me trouve. Donc c'est clair que et puis j'ai eu l'occasion aussi de discuter avec des gens d'autres cultures, culture japonaise, etc. Et finalement, je me rends compte qu'on a à peu près tous les mêmes codes. Et à nouveau, euh, et tout ça parce que nous avons, et ça c'est un petit détour que je fais, mais au niveau de l'explication, nous avons tous à l'intérieur de nous une peur fondamentale. Et cette peur fondamentale, c'est de perdre la relation, euh, de perdre les relations. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, nous sommes des animaux grégaires, nous sommes des animaux qui avons besoin de l'interaction avec les autres pour pouvoir nous développer. On le sait très bien, ces quelques expériences, ou non, enfin, c'est pas des expériences, mais c'est quelques histoires qui sont documentées sur des enfants sauvages qui ont été pendant une certaine période de leur enfance euh, sans aucun contact avec des êtres humains, ils ont perdu la capacité de développer le langage. Et parce qu'il y a une période sensible qui est très précise et pendant laquelle on a l'opportunité ou pas de développer le langage. Et après, c'est apparemment trop tard. Donc, ce qui fait que nous, les êtres humains, nous avons besoin les uns des autres pour exister en tant qu'êtres humains. Nous avons besoin des uns des autres pour vivre, pour survivre, mais nous avons besoin aussi pour apprendre le langage, pour apprendre la communication. Nous avons besoin les uns des autres aussi je dirais, pour penser. Je dirais, c'est le jour où je me suis rendu compte que la plupart des pensées que je croyais originales chez moi étaient le résultat d'une multiplicité de lectures et d'interactions avec plein d'auteurs et plein de personnes que j'avais rencontrées. Et finalement, qu'est-ce qui est original chez moi? C'est peut-être la seule chose originale chez moi, c'est que j'ai fait des liens différents et originaux de pensées qui me sont venus des autres. Mais finalement, c'est ça. Ce qui fait que tous les êtres humains, quelle que soit sa culture, quelle que soit leur culture, pardon, euh, ont cette peur atavique de perdre la relation. Et donc, nous allons, lorsque nous avons un besoin à satisfaire, nous allons toujours essayer de prendre des gants pour justement ne pas risquer la confrontation, ne pas risquer le conflit, tout en obtenant satisfaction égoïste, entre guillemets, de ce qui nous intéresse à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on va passer par un mode de communication qui, la plupart du temps, est implicite. Les exemples que tu as donnés sont excellents. D'ailleurs, dans mon livre Relations et jeux de pouvoir que j'ai écrit en 93, justement à la suite de toutes ces découvertes que nous avions faites, je donne quelques exemples du style c'est pas demain que les poubelles passent, chérie. Voilà, c'est bon, ça c'est le message explicite, mais le message implicite, c'est bah écoute, moi j'ai pas envie de sortir les poubelles, surtout qu'il fait -20 pour l'instant, parce qu'au Québec effectivement on a de la neige pendant 6 mois. Bah écoute, j'ai pas envie de sortir si tu veux, etc. Et ou quelque chose du style, t'as pas envie d'aller au cinéma, plutôt que de s'affirmer et de dire j'ai envie d'aller au cinéma, est-ce que tu m'accompagnes? Parce que là, on a l'impression que
on va ménager l'autre, sauf qu'en faisant cela, et ça, c'est je dirais, le prix à payer de la tentative de manipulation, c'est qu'on se rend de plus en plus dépendant du bien vouloir de l'autre, à comprendre ou à ne pas comprendre les messages implicites et les attentes implicites que l'on a vis-à-vis de l'autre. J'ai accompagné dans mes séminaires beaucoup de personnes, hein, rien que dans les salles physiques, j'ai accompagné 22 000 personnes. Bon, là maintenant, avec les formations en ligne que je donne, on en est, je crois, à 25 000 personnes qui ont suivi mes formations. Et dans les salles physiques, évidemment, j'avais un contact direct avec les personnes que j'accompagnais. Et combien de femmes m'ont dit, par exemple, qu'elles étaient déçues de la communication dans leur couple. Et alors, quand je leur demandais, mais comment tu t'y prends avec ton mari parce que tu n'es pas satisfaite de la relation? Et la plupart du temps, la stratégie, c'était, chérie, tu ne trouves pas qu'on devrait se parler? Et le chéri, il répond, non. Je vois pas pourquoi. C'est un petit peu bourru là, comme ça. Il est en train de lire son journal. Enfin, c'est vraiment une caricature, mais en plus c'était des histoires vraies, quoi. Ouais, ouais. Et, mais chérie, tu trouves pas que qu'on devrait se parler de la qualité de notre relation? Non, je trouve que ça va très bien entre nous. Mais ah bon, toi, tu es satisfait de la manière dont ça se passe entre nous? Oui, pourquoi? Toi pas? Bah, écoute, tu vois pas un psy toutes les semaines? Bah, ce serait peut-être bien que tu en parles à ton psy la semaine prochaine, quoi. Et donc, ces femmes étaient désespérées en disant: «Je ne parviens pas à obtenir, l'approbation de mon mari pour qu'on se mette à table et qu'on parle véritablement de notre relation et de ce qui me frustre». Mais en réalité, je leur faisais prendre conscience que quand elles disent: «Chérie, tu ne penses pas qu'on devrait se parler», elles sont en train de donner le pouvoir à l'autre de décider finalement ce qui est important pour elles. Et c'est là où on se piège. Et Bon, après, il y a l'autre version, c'est il faut qu'on parle. Donc là, c'est oui, un peu, voilà. alors C'est- il faut qu'on parle, mais là aussi c'est un piège parce que quand on dit il faut qu'on parle, on est en train de décider à la place de l'autre ce qu'il devrait faire aussi. Donc là aussi, c'est une autre forme de tentative de jeu de pouvoir, c'est d'essayer d'impliquer implicitement l'autre dans un projet dans lequel il n'a pas participé et où il n'a pas eu la voix au chapitre. Donc, en fait, il y a plein de stratégies qu'on essaye de mettre en place de façon détournée, mais qui peuvent à court terme fonctionner. Et d'ailleurs, dans beaucoup de couples, dans beaucoup de relations professionnelles, ces implicites nous permettent d'éviter un certain nombre de conflits et nous permettent d'avoir une certaine satisfaction. Sauf que petit à petit, on accumule l'un et l'autre une frustration qui, à un moment donné, va faire que ça va péter. Euh, et combien de personnes m'ont dit aussi dans ma carrière, le conflit entre nous a éclaté comme un coup de tonnerre en plein ciel bleu. Et une fois qu'ils ont travaillé avec moi, que je leur ai appris à lire et à décoder les relations, ils se rendent compte qu'en fait, le ciel n'était pas bleu du tout, mais qu'en fait, il y avait eu un déni et il y avait eu une incapacité à voir que la relation était petit à petit en train de se dégrader, mais en apparence, tout allait toujours bien parce que c'était mon chéri, ma chérie ou cher collègue, etc. C'est vraiment extraordinaire. Et donc, tout à coup, on se réveille brutalement en disant, bon sang, mais j'ai rien vu venir, alors qu'en réalité, les indices, ils étaient là depuis longtemps. Mhm. Alors, c'est bien que tu aies cité l'exemple des enfants sauvages, parce qu'il y a également Boris Cyrulnik qui avait Oui, évoqué dans l'un de ses livres le cas des orphelinats en Roumanie. Après la chute de Ceausescu, ils ont découvert des atrocités où il y avait des orphelinats où les enfants étaient abandonnés. Et le seul contact que ces enfants avaient avec les adultes, c'était quand les adultes rentraient avec un tuyau pour les arroser en guise de douche, leur jeter de la nourriture et aucun sourire, aucun mot ni rien du tout. Et quand il a visité les orphelinats, il a trouvé que la majorité de ces enfants avaient développé une forme d'autisme, mais un oui, autisme acquis, pas inné. Et que oui, le lobe préfrontal était totalement atrophié parce qu'il n'a pas été stimulé par des relations émotionnelles humaines. Et que
il suffisait qu'ils voient un sourire pour qu'ils se mettent à hurler, à frapper avec leur tête le mur, parce qu'ils ne savaient pas comment interpréter l'émotion. Certains ont pu être sauvés, d'autres non, malheureusement, mais effectivement, cette période-là, elle est centrale dans l'humanisation de l'enfant, pour qu'il devienne humain par le verbe, par le langage, par l'émotion, etc. Et puis, un élément important que tu as cité, tu as parlé de nature humaine. C'est que ces schémas de manipulation, du fait que l'homme est un être collectif, de par sa nature, dans la continuité de ces histoires d'enfants sauvages, c'est dans sa nature de chercher à préserver le lien en évitant toute confrontation directe par ces petits schémas de manipulation. Oui. Alors, si on parle de nature humaine, c'est qu'on ne peut pas y échapper. Et si on ne peut pas y échapper, peut-on dire qu'il y a un mauvais usage que l'on peut faire de ces petites manipulations, de même qu'il y aurait peut-être un bon usage de ces manipulations? Oui, alors, comme tu poses une double question, je vais répondre doublement. Est-ce qu'il y a un mauvais usage? Mais oui, parce que il est clair que, je dirais, tant qu'on n'est pas conscient de la conséquence à plus long terme des scénarios de tentatives de jeu de pouvoir. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour que ce soit plus clair pour ceux qui nous écoutent. J'appelle une tentative de jeu de pouvoir la démarche que un des deux interlocuteurs va faire. Et je prends très souvent l'exemple de la fable de Jean de La Fontaine du corbeau et du renard. Parce qu'en fait, quand le renard arrive et qu'il commence à flatter le corbeau en disant Maître Corbeau, que vous êtes beau, que Vous êtes joli, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Exactement. Je dirais que si on arrête la fable là, et si on fait un arrêt sur image, on pourrait dire le renard est en train de faire une tentative de jeu de pouvoir. C'est-à-dire que à travers la flatterie, il met en place un processus dont le projet implicite, puisqu'en fait, dans les jeux de pouvoir, il y a toujours un projet ou une attente ou une intention implicite qui, parfois même, est inconsciente de la part même de la personne qui est en train de mettre ce projet implicite. C'est ça qui est très curieux. Moi, c'est à force d'accompagner des personnes en séminaire que je me suis rendu compte que la plupart du temps, on a des projets les uns sur les autres, mais on n'est même pas conscient qu'on a un projet implicite sur l'autre et qu'on attend quelque chose. Et quand je demande aux personnes, oui, mais qu'est-ce que tu attends de lui? Je ne sais pas, alors qu'en réalité, c'est très clair qu'il y a un projet. Bon, bref. Donc, le renard, si le corbeau qui a déjà entendu parler des jeux de pouvoir, prend son fromage sur son aile et lui dit imbécile, je connais déjà la fable et tu n'auras pas mon fromage. En fait, le corbeau vient de désamorcer cette tentative de jeu de pouvoir et le jeu de pouvoir n'a pas eu lieu. Et en fait, c'est parce que le corbeau est rentré dans le jeu du renard qu'il s'est laissé flatter, etc., pour lui prouver qu'effectivement, il avait un beau ramage qui était aussi beau que son plumage, qu'il a perdu son fromage. Mais donc, à ce moment-là, c'est le corbeau qui est devenu, je dirais, complice involontairement et inconsciemment de la tentative de jeu de pouvoir du renard. Et c'est à ce moment-là que la tentative de jeu de pouvoir devient un jeu de pouvoir. Et c'est là où toute la découverte de l'approche systémique que j'ai découverte au départ grâce à Edgar Morin, mais après je suis remonté aux sources de l'approche systémique, l'école de Palo Alto avec Virginia Satie, etc., que j'ai effectivement compris que pour qu'il y ait un jeu de pouvoir, il faut toujours qu'on soit deux. C'est-à-dire que A n'a du pouvoir sur B que si B accepte inconsciemment ou involontairement de donner à A le pouvoir d'avoir du pouvoir sur lui. Et ça, pour moi, ça a été une découverte majeure parce que jusque-là, ma conception des jeux de pouvoir, c'était qu'il y a un grand méchant A, le grand méchant renard, qui a du pouvoir sur le pauvre petit B, qui est le pauvre petit corbeau qui se fait manipuler. Donc, il y a un
détenteur du pouvoir qui manipule le manipulé, et le manipulé est une victime innocente et impuissante parce que le pouvoir va uniquement dans un sens. Mais à partir du moment où j'ai compris que les jeux de pouvoir, c'est systémique, c'est-à-dire l'autre n'a du pouvoir sur moi que si je lui donne la permission, inconsciente et involontaire, bien entendu, d'avoir du pouvoir sur moi, à travers toute une série de réactions, et ça, on pourra les regarder après. Mais c'est là où, tout à coup, c'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut plus prétendre qu'on est une victime innocente et impuissante, puisqu'en fait, on participe à notre propre malheur, je dirais. Et à ce niveau-là, il y a un livre de Paul Václavic que tu connais peut-être qui s'appelle Faites vous-même votre malheur, et qui est un petit bouquin de rien du tout, mais qui est hilarant parce qu'en fait, il montre toute une série de situations où involontairement et inconsciemment, on crée soi-même son propre malheur, et finalement, on a des retours de bâton, mais de ce qu'on induit nous-mêmes dans les relations. Bon. Mais donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'est plus des victimes innocentes. La bonne nouvelle, c'est que si nous participons au fait que l'autre ait du pouvoir sur nous, ben, ça veut dire aussi que nous avons le pouvoir d'arrêter ce jeu et de briser le cercle vicieux, la boucle systémique qui fait que je ne donne plus du pouvoir à l'autre. Voilà. Bon, j'ai fait une longue... Non, mais elle est importante parce que plus tu parles de ça, plus il y a des idées qui remontent. Notamment, en t'entendant parler, je ne peux m'empêcher de penser à l'œuvre d'Étienne de la Boétie sur la servitude volontaire. Mais effectivement, on accorde à un souverain, à un politique, un pouvoir comment dire, qu'au fait, qu'on finit par subir en croyant ne plus pouvoir en sortir. Alors qu'il suffit de ne plus obéir et nous voilà libres, comme dirait Étienne de la Boétie. Et donc, c'est la même réalité au niveau interindividuel, la même réalité. Mais il y a quand même un petit bémol, c'est que des fois, alors bon, premièrement, l'idée, c'est une idée qui dérange beaucoup de gens, mais elle est en l'occurrence vraie, c'est que dans la plupart des cas, les victimes sont souvent victimes volontairement dans ces schémas de manipulation. Mais des fois, parce que ça arrange ce schéma-là. Il y a des gens qui savent qu'ils se font manipuler, mais ils ne veulent pas en sortir. Parce que des fois, ces schémas de manipulation sont déresponsabilisants, donc je n'ai plus de responsabilité, et je peux même endosser les vêtements de la victime et me définir systématiquement comme victime sans jamais rien faire pour sortir de ce schéma-là. Parce qu'il y a du confort d'être victime, en quelque sorte. Et donc là, on entre dans un schéma qui est toxique. Mais la toxicité, dans ce cas-là, ne vient pas de la manipulation en elle-même, mais vient de la volonté de la personne de rester dans cette manipulation. Exact, mais qui est une volonté inconsciente. Je vais te donner un exemple. Et des fois même consciente, des fois même quand on aide la personne à prendre conscience, et elle s'enfuit rapidement dans l'inconscient, elle se réfugie. Ah non, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Il y a des gens qui disent je ne veux pas savoir, ne me dis pas. Alors, tu as tout à fait raison. Il y a des victimes qui sont conscientes qu'elles ont un statut de victime, mais qui tirent un tel avantage du fait d'être victime, parce que ça leur procure de la reconnaissance, ça leur procure du pouvoir. Le pouvoir de la victime, il est énorme. Il y a un film que j'ai adoré qui s'appelle Tati Daniel, qui est un film humoristique. C'est une comédie française qui est sortie il y a une trentaine d'années, je pense. Et cette femme est absolument infecte et elle se présente comme victime. Et grâce à son statut de victime, elle parvient à imposer sa loi à tout le monde au niveau de sa famille. C'est extraordinaire comme film, hein. C'est un chef-d'œuvre de démonstration. Donc oui, il y a des victimes qui se maintiennent dans leur statut de victime consciemment parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus intérêt à rester dans ce statut parce que ça leur donne du pouvoir sur toute la famille. D'ailleurs, combien de fois des gens m'ont dit que quand ils avaient une confrontation avec leur vieux père ou leur vieille mère et que les deux parents étaient encore là et que enfin ils réglaient leur compte avec, par exemple, avec la mère en disant ouais, et tu ne m'as jamais aimé, blablabla, etc. Et là, le père intervient. Bon, là, on entre dans le triangle de Karman. Hein, le père intervient en disant enfin, tu te rends pas compte, tu vas faire mourir ta mère, etc. C'est-à-dire, et la mère dit bon, vraiment, on est dans
On est vraiment dans un vaudeville quasiment, mais c'est vrai, le fait de mimer le fait qu'on a des palpitations cardiaques parce qu'on vient d'être confronté, c'est un jeu de pouvoir aussi qui est de dire à l'autre, tu vas me tuer là, donc arrête. Quoi. Bon, Le bref. chantage émotionnel. C'est le chantage émotionnel. Mais n'empêche qu'il y a des victimes qui sont totalement inconscientes aussi et qui pourtant vont rester dans leur statut de victime. J'ai une amie à Montréal qui a travaillé pendant des années dans un foyer d'accueil de femmes battues. Et bon, ça c'est un phénomène qui existe partout. Et donc, mon amie me disait que les premiers jours où ces femmes arrivaient très souvent amochées, avec un œil au beurre noir ou avec un bras cassé, qui avaient vraiment été très molestées par leurs compagnons, eh bien, mon ami me disait qu'il fallait enfermer à double tour dans une chambre ces femmes, parce que dans les 2 à 4 jours qui suivaient leur arrivée dans le foyer, ces femmes tambourinaient aux portes et suppliaient de pouvoir retourner chez leur bourreau, entre guillemets, de compagnons. Là, on parle en général de syndrome de Stockholm, mais je ne sais pas à quel point c'est pertinent de parler de ça. Alors, ce n'est pas nécessairement le syndrome de Stockholm, c'est plus, en fait, et Boris Cyrulnik en parle très très bien dans ses ouvrages, c'est insupportable pour moi de perdre mon identité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des personnes qui se sont à un moment donné faussement identifiées au statut de victime. C'est-à-dire qu'en fait, elles commencent par dire « je suis une victime hein, », c'est-à-dire « je égale victime ». Et donc, le fait d'être dans un foyer d'accueil où là, tout à coup, elles ne sont plus victimes, c'est-à-dire « je égale point d'interrogation ». C'est je ne sais plus qui je suis, j'ai l'impression de mourir. J'ai eu comme ça des participants et des participantes qui me disaient quelques mois après avoir fait mes séminaires sur les jeux de pouvoir, Jean-Jacques, je suis en train de mourir. Je me souviens d'une femme un jour qui vient me trouver à la fin d'une conférence. Elle était venue à un séminaire 2-3 mois plus tôt et je lui dis bah tiens Maria, comment vas-tu? Ça va bien? Elle me dit non, ça va pas bien. Je dis ah bon, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit je suis en train de mourir. Et moi, tout de suite, je me dis, ça y est, on lui a diagnostiqué un cancer, une maladie grave, dégénérative, etc. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle me dit, non, mais je suis vraiment en train de mourir. Je dis, mais tu es malade? Elle me dit, non, je ne suis pas malade. Je dis, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ça se passe très bien avec mes parents. Et elle travaillait dans le restaurant de ses parents. Et je dis, mais c'est pas pour ça que tu étais venu faire le séminaire sur les jeux de pouvoir et la communication? Elle me dit, si, mais là, j'ai vraiment l'impression de mourir. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, et en parlant un petit peu avec elle, en fait, je me suis rendu compte que son inconscient était en train de lui envoyer un message de ton identité de fille qui a toujours été en conflit avec tes parents est en train de mourir. Mais en fait, c'est ce que les psychanalystes américains appellent le false self, hein, c'est le faux soi, c'est-à-dire c'est une identification, mais à laquelle on est tellement attaché qu'on va continuer à entretenir les jeux de pouvoir dont on est victime parce que je préfère garder ma fausse identité de victime ou de femme battue ou de personnes exploitées, etc., plutôt que de prendre le risque de ne pas savoir quelle est mon identité profonde et fondamentale. Et dans ce cas-là, évidemment, moi, la manière dont j'accompagne les gens, c'est de leur dire, OK, mais ça, c'est pas ta vraie identité. Et reconnecte-toi, finalement, à ton essence profonde, à ton essence spirituelle, à ton essence d'être humain. Oui, tu subis une situation de harcèlement pour l'instant, mais ça ne fait pas de toi ce que tu es. Ce que tu es est bien plus grand que ce que tu es en train de vivre. Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que c'est aussi une des choses qui verrouille de façon régulière et permanente les jeux de pouvoir dont on est victime.
Mais surtout quand cette fausse identité s'est construite et a duré pendant 20, 30 ans. Elle devient tellement ancrée que la personne a l'impression de n'en connaître aucune autre, que c'est Exactement. vraiment elle. Et c'est très compliqué. Effectivement, on peut mourir intérieurement à petit feu. Oui. Et là, je ne peux m'empêcher d'établir des parallèles parce qu'au fait, on retrouve les mêmes mécanismes à une échelle plus grande quand il s'agit de la propagande ou à une échelle plus infime quand il s'agit des personnes, mais ce sont les mêmes mécanismes. Au Oui. fait, il n'y a aucune propagande qui s'impose à nous. Elle ne marche que parce qu'on l'accepte, que parce Oui. qu'on y a intérêt, parce que ça simplifie notre vision du monde, ça réduit notre angoisse. Donc, il y a les méchants, il y a les gentils, tout est clair, tout est bon. Et moi, je suis toujours dans le camp du bien, en général, souvent de part et d'autre d'un conflit ou d'une rivalité. Et là, si tu permets, je vais m'autoriser un petit tunnel d'une minute pour raconter une histoire issue de la mythologie chinoise, parce que les Chinois croyaient qu'il y avait des esprits dans la forêt qui étaient des esprits d'animaux. Il y a l'esprit du renard, etc. Et l'esprit du renard pouvait dévorer l'âme des gens. Et une fois qu'il dévorait l'âme d'un humain, il pouvait prendre son apparence. Et ce, à n'importe quel âge. Il peut dévorer un vieillard, il peut prendre son apparence quand il avait 20 ans, ou une vieille femme, etc. Et il y avait un couple qui habitait dans une montagne en Chine, un couple qui avait la cinquantaine, et à l'époque, la cinquantaine, dans un environnement montagneux, la femme était déjà, son corps était déjà maltraité, et le mari, voilà, souffrait de ne plus avoir une femme attirante. Et la femme le savait. Et il l'exprimait de manière indirecte, par des petites manipulations, lui faisant ressentir qu'elle n'était plus jeune, qu'elle n'était plus attirante. Une fois, elle est allée dans la forêt, cueillir des baies, etc., et trouve une jeune femme de 20 ans, nue, avec un corps d'une beauté divine, avec des seins fermes, avec un corps ferme. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais toute nue dans la forêt, c'est dangereux. Elle lui dit, tu vas pas me croire, j'ai pas 20 ans, j'ai 70 ans. Et je marchais dans la forêt et j'ai rencontré une femme nue comme moi. Et elle m'a dit qu'il y a un étang d'eau magique. Quand on se baigne là-dedans, on retrouve notre jeunesse de 20 ans. Il suffit juste de prendre quelques plantes adéquates et ça marche. Et là, la vieille dame lui dit, mais dis-moi où il se trouve et est-ce qu'il n'est pas trop tard. Elle dit, non, non, il n'est pas trop tard. La vieille femme va dans l'étang, elle plonge, et naturellement, elle meurt. Et son âme est dévorée par la soi-disant jeune fille nue qui est au fait l'esprit renard. Donc l'esprit renard prend la forme du corps de cette vieille femme quand elle avait 20 ans et elle revient chez le vieillard dans la montagne. Le vieillard, il dit, mais waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu ressembles à l'âge où je t'avais épousé la première fois. Et il lui raconte l'histoire. En fait, c'est l'esprit qui a pris la forme de Ouais. la femme et qui a j'ai rencontré une femme nue qui m'a dit les temps, etc. Bon, il est content, il dit, viens chérie, enfin, t'es magnifique. Bon, ils font le sexe toute la journée, jour et nuit, ils bouffent, ils sont contents. Et puis, un jour, il y a une divinité de la vérité qui descend du ciel, qui prend la forme d'un vieil homme avec une longue barbe. Il tape à la porte. L'homme ouvre la porte. Il lui dit je suis de passage. Est-ce que tu peux m'héberger? L'autre lui dit bien sûr. Il rentre. Et puis, la jeune dame de 20 ans leur prépare à manger. Et la divinité attend le moment que la jeune dame soit dans la cuisine pour parler au mec. Il lui dit sais-tu avec qui tu habites? Et le vieil homme lui dit suis-je obligé de savoir? Hmm. Parce qu'au fait, dès le début, il sait que c'est pas sa femme. Oui. Voilà, sa femme était dévorée de ses... Mais voilà, il le sait instinctivement, mais ça l'arrange pas. Parce que là, factuellement, il a devant lui tout ce qu'il veut. C'est-à-dire une femme de 20 ans, il peut faire l'amour, voilà, revivre à nouveau, etc. Il ne veut pas ça. Et là, la divinité s'est envolée, est partie, parce qu'effectivement, il ne peut rien contre quelqu'un qui sait qu'il est Oui. dans le mensonge, mais il s'y complaît parce que ça l'arrange quelque part. Et on est tous un peu ce vieil homme à cohabiter avec cette jeune femme qui n'existe pas en réalité, qui est un esprit dévoreur d'âme, au même titre que la propagande dévore l'âme des peuples. Elle les entraîne dans des guerres atroces où des milliers et des milliers de personnes meurent bêtement et sans aucun sens. Et même à une échelle interindividuelle, on dévore nos âmes, des fois Mhm. par ces manipulations. Voilà, donc c'était un peu la parenthèse mythologique, ma petite contribution. Et donc, Oui. maintenant, comme on est déjà à 38 minutes, alors j'aimerais parler du collectif. Alors, imaginons Jean-Jacques, tous les deux avec 8 personnes, en font d'un collectif pour faire de la permaculture, Mhm. pour lutter contre Monsanto et contre toute cette agriculture délétère et déshumanisante. Alors, au début, on est tous hyper motivés, enthousiastes, on y croit réellement, et donc on est fraternel, etc. Mais petit à petit, il y a des petits problèmes qui apparaissent. Ouais. Problème d'ego, quelqu'un se fâche parce qu'on lui a reproché de ne pas avoir bien fait, etc., etc. Comment on gère cela? Est-ce qu'on établit une charte dès le départ, une charte de transparence où on se dit tout immédiatement, sans détour, sans manipulation? Ou est-ce utopique que de penser que l'on puisse arriver à ce schéma-là? Ce n'est pas utopique.
Et j'ai eu la chance de fréquenter et de faire venir, à l'époque où j'habitais encore en Belgique, un psychanalyste jungien et qui était un chaman, qui s'appelait Franck Cardel. Il est décédé maintenant et je l'ai fait venir plusieurs années d'affilée pour animer des séminaires en Belgique. Et dans la psychanalyse jungienne, on parle de la notion d'ombre, hein, donc toutes ces choses qu'on voudrait ne pas savoir, justement comme dans le conte que tu viens de nous raconter. Et il disait, et ça m'a marqué, il disait, en fait, nous, les êtres humains, lorsque nous nous mettons ensemble parce que nous sommes attirés par les côtés lumineux les uns des autres, parce que sinon, on ne se choisirait pas. Hein. C'est clair que si j'ai accepté de faire des émissions avec toi, Rachid, et si tu as accepté de faire des émissions avec moi, c'est parce que nos côtés lumineux, nos côtés positifs, nos côtés agréables, les côtés qui rentrent en résonance agréable, étaient bien connectés, parce que sinon, on n'aurait jamais fait une émission ensemble. Hein. Ne me demande pas de faire des émissions avec certaines personnes dont je ne citerai pas le nom, mais ce sera no way, quoi. Bon. Mais, disait Franck Cardel, nous avons tous un côté ombre à l'intérieur de nous. Et lorsque nous nous mettons à faire un projet ensemble, nous devrions d'abord nous asseoir, avant même de décider de travailler ensemble, et de dire, exprimons chacun toutes les raisons pour lesquelles je me méfierais de toi. Toutes les raisons qui feraient que je serais mal à l'aise vis-à-vis de toi. Toutes les raisons qui font que je suis vraiment dans une situation de malaise ou de choses qui seraient absolument inacceptables de mon côté, de mon point de vue. Et je t'exprime aussi les côtés qui sont peut-être difficiles à vivre chez moi, parce que je me connais un petit peu, c'est le fait que, par exemple, je vais toujours trop vite et que j'impose toujours mon rythme aux autres, etc. Et que chaque personne du groupe le fasse. Et j'ai eu l'occasion de l'expérimenter dans un groupe, et c'est fabuleux. Ça veut dire que ça prend beaucoup de temps avant qu'on ne commence à passer à l'action. Mais une fois qu'on a établi ces choses-là, les ombres ont été mises sur la table, elles ont été mises au milieu du groupe. Et à partir de là, on est capable collectivement de, je dirais, s'interviser. Alors, c'est pas, on ne se supervise pas, parce qu'en fait, il n'y a pas de notion de hiérarchie dans un groupe comme celui que tu évoques. Mais on va s'interviser, c'est-à-dire qu'on va se surveiller les uns les autres et on va devenir collectivement responsable de la qualité de la relation à l'intérieur du groupe. Et ça, c'est une expérience qui est absolument fabuleuse, parce qu'en fait, il n'y a plus un leader dans le groupe qui est responsable un peu de mettre en place toutes les affaires. C'est chacun a la responsabilité consciente, parce qu'on connaît les ombres des uns et des autres, de s'interpeller fraternellement pour dire attention, là, on est en train de prendre une tangente qui est peut-être un petit peu dangereuse, etc. Et c'était tellement inspirant que ma première femme et moi, qui avons quand même vécu 24 ans ensemble, nous avons pris l'habitude, tous les 3 ans, oui, parce que ce que Franck Cardel disait aussi, c'était et nous devrions, dès le départ, pendant que les choses vont bien et qu'on est dans cette lune de miel, négocier qu'est-ce qui se passe si un membre du groupe quitte le groupe. Mais on le négocie au moment où ça va bien. Et ça nous a inspiré, ma première femme et moi, puisque on s'est, à peu près tous les 3 ans, on se parlait et on prenait du temps pour dire, OK, si on devait se séparer, alors que tout va bien entre nous maintenant, parce que grâce à tout le travail qu'on a fait, on a pu effectivement non seulement sauver notre relation, mais avoir une très très belle relation. Si on devait se séparer, quelles seraient les conditions de notre séparation? Mais c'est génial de négocier une séparation et même un divorce
alors que tout va bien entre nous à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à ce moment-là, on est dans une attitude de bienveillance, de gratitude, de prendre soin de l'autre, de voir comment effectivement les choses pourraient être justes au niveau de la séparation. Et tous les 3 ans, on refaisait l'exercice parce que, bon, entre-temps, on est devenu propriétaire, puis on a eu une entreprise, on travaillait ensemble, elle était salariée de l'entreprise, puis on a eu des enfants, etc. Donc, en fait, c'était de plus en plus complexe comme situation sur le plan matériel et organisationnel, ce qui fait que tous les 3 ans, on négocie. Ce qui fait que le jour où on a décidé finalement de se séparer, tout simplement parce que nos missions de vie et nos trajectoires de vie devenaient de plus en plus éloignées l'une de l'autre, et ça avait toujours été très clair entre nous que notre mission de vie sur Terre prenait le pas sur le couple que nous formions. Et pour nous, aussi bien pour Ananou que moi, il était très clair que si un jour le couple devenait un obstacle à la réalisation spirituelle de l'un de nous, c'est-à-dire sa raison d'être sur Terre, moi ce que j'appelle la mission de vie, eh bien, on sacrifierait le couple pour permettre à l'un et ou l'autre de poursuivre sa trajectoire de vie. Et donc, quand on a décidé de se séparer, on a pris les papiers qu'on avait négociés peut-être 2 ans plus tôt, je ne sais pas, on a regardé et ça a été 5 minutes de discussion pour séparer les biens, pour discuter de tout ce qui allait se passer. Il n'y a pas eu la moindre dispute. C'était clair. Et c'était tellement simple. Il n'y avait jamais eu de jeu de pouvoir non plus et de chantage au niveau de la garde des enfants. Enfin, bon, tout ça, ça s'est réglé en 5 minutes. Et ça, je trouve ça extraordinaire. J'ai eu cette même expérience avec un collaborateur en entreprise qui était mon sous-traitant. On a passé des semaines entières à discuter de tous les détails de notre collaboration. Finalement, ça a été un contrat d'une demi-page. Et ce contrat d'une demi-page nous a permis de travailler ensemble pendant 8 ans sans que jamais il y ait le moindre anicroche. Et même, nous sommes restés amis. Bon, en fait, ça s'est arrêté parce que moi, j'ai quitté l'Europe et je suis parti au Canada. Et donc, je ne travaillais plus dans les entreprises françaises. Mais on est restés des grands amis parce que nous avions passé énormément de temps pour mettre sur la table toutes les choses qui pouvaient mal fonctionner dans une relation professionnelle de collaboration. Voilà, donc oui, c'est possible, c'est pas une utopie, mais il faut avoir la patience de dire, OK, on ne démarre pas tout de suite, et tant qu'on n'a pas mis toutes les ombres sur la table, on ne fait rien. Voilà. D'accord. Alors, cette démarche de développer des scénarios imaginaires peut avoir effectivement une démarche thérapeutique, voire même prophylactique, parce que le jour où ça arrive, on a déjà extériorisé la chose de manière humaine, loin de toute émotion négative. Mais il faut quand même éviter les scénarios imaginaires du genre chérie, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? Parce que là, l'homme, il sent qu'il est dans un entretien d'embauche et qu'il n'y a pas de bonne réponse. A, mauvaise réponse, B, mauvaise réponse, ou même encore plus vicieux, chérie, si je meurs, promets-moi que tu vas te remarier. S'il dit oui, c'est problématique. Ah bon? Donc tu y penses déjà. Et s'il dit non, arrête de mentir, tu es un hypocrite, je sais que tu vas te remarier. Donc là, on est encore dans des manipulations et par des questionnements imaginaires. Oui, mais ce que tu soulèves… Les femmes adorent en général. Oui, non, mais ce que tu soulèves est très important à souligner, effectivement, parce que dans ce genre de négociation, on ne peut négocier que des choses qui sont 100% sous notre contrôle et qui ne concernent que la personne A et la personne B. Parce que dire si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? C'est pas tes oignons. C'est vraiment. Maintenant, c'est-à-dire, faut surtout pas parler comme femme, voilà. Parce que non, mais parce que c'est un jeu de pouvoir. Mais d'ailleurs, au risque de choquer certaines personnes, mais les personnes qui sont sur leur lit de mort et qui disent promets-moi que tu vas faire ça, etc. Pour moi, c'est un jeu de pouvoir. C'est horrible. Et je n'ai jamais accepté ce genre de contrat où la personne qui est en train de mourir essaye de continuer à avoir du pouvoir sur les vivants une fois qu'il est dans la tombe.
attends, moi je suis pas d'accord, hein. Mmh. Tu meurs, tu passes dans un autre monde, tu vas continuer probablement ton chemin spirituel, tu vas probablement récapituler ce que tu as fait de ta vie, etc., etc. Je ne sais pas ce qui va se passer de l'autre côté du mur, mais c'est plus ton business là, mon vieux, hein, ou ma vieille. Mais non, mais je suis désolé de le dire de façon Non, aussi on est crue. d'accord, mais il faut le dire parce que c'est cruel d'user d'un tel contexte de mort pour maintenir un pouvoir sur l'autre. C'est Oui, littéralement et cruel. Je trouve ça cruel. c'est une des choses que je décris dans mon livre et dans ma formation, c'est faire parler les absents ou faire parler les morts. Hein. Moi, j'ai entendu des gens me dire, euh, même dans ma propre famille, quand je faisais des choses que mes parents n'appréciaient pas, il me disait, ton grand-père est en train de se retourner dans sa tombe. Attends, comment tu le sais d'abord? Et puis, non, mais et puis laisse mon grand-père là où il était, quoi. Je l'aime beaucoup, mon grand-père. J'ai adoré mon grand-père paternel, c'est ce qui est tout à fait vrai. Mais ne viens pas ramener le grand-père pour essayer de faire pression sur moi pour que je change de comportement. C'était à l'époque où j'avais décidé, d'être objecteur de conscience et de refuser le service militaire. Et c'est un peu plus tard, oui, c'est ça, c'était un autre moment où j'ai décidé de donner ma démission du doctorat que je faisais en sciences physiques. Et là, à chaque fois, c'était l'ombre du grand-père qui était en train d'essayer d'influencer ma décision. C'est un jeu de pouvoir, effectivement. Mais Donc, le fait est que toute l'humanité est encore d'objet d'influence et de pouvoir de gens morts, à travers des penseurs, à oui, travers des bien religions, à sûr. travers. Il y a toujours le pouvoir des morts sur les vivants. C'est malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, je sais pas. Ça dépend des cas. Mais c'est un truc qui est omniprésent à l'échelle de toute l'humanité. Les ancêtres, même à l'époque primitive, on avait ça. Euh, oui, mais tu vois, autant, tu vois, moi, la rencontre avec Socrate, avec Platon, avec Jung, avec Nietzsche, et avec toute une série de gens qui sont morts, c'est une rencontre que je fais en préservant ma propre autonomie de pensée et ma propre liberté. Il n'y a personne qui m'a imposé de Mhm. rentrer. Sinon, c'est une secte. En fait, Ouais. ça devient une secte. C'est-à-dire qu'on utilise un ancêtre mort pour imposer à un groupe de personnes une façon de vivre, une façon de penser. Pour moi, ça, c'est une démarche sectaire. Et alors, c'est clair que dans mes vidéos, dans mes séminaires, dans mes conférences, etc., je fais allusion à tous ces géants sur les épaules desquels je suis assis et qui me permettent de voir un peu plus loin. Mais je n'ai jamais imposé à qui que ce soit d'entrer en religion, entre guillemets, la religion jungienne ou la religion nietzschéenne ou la religion socratique, etc. Non, mais par contre, je cite quelles sont les influences qui ont été parlantes, je dirais, et qui ont été nourrissantes pour ma propre ma propre trajectoire de vie. Euh, mais effectivement, utiliser les morts pour imposer quelque chose aux vivants, c'est encore Mhm. une manipulation, là, pour le coup, qui peut être collective et qui, de toute façon, pour moi, est totalement sectaire. Mhm. Alors, pour revenir à notre charmant collectif de permaculture, Oui, la démarche que tu proposes, elle réclame a priori un certain degré de maturité. oui. Parce que ça réclame une capacité d'être honnête avec soi-même déjà. Et là, c'est souvent beaucoup plus problématique que d'être honnête avec les autres. Mhm. On remarque la plupart des fois quand on pose des questions dans un entretien ou dans un autre cadre à quelqu'un, quel est ton plus grand défaut? En général, les gens répondent, mon plus grand défaut, c'est que je suis trop gentil. Pas des réponses ce genre. C'est que jamais on dira, je suis fondamentalement jaloux, haineux, mesquin, etc. Donc l'ombre, elle est toujours cachée. Et puis de là à la mettre sur la table, il y a se dénuder, ce qui est une forme de dénudement devant Oui, les autres. J'imagine pas le degré de maturité qu'il faut. Et puis à la fin, si on est 10 au début à faire cette démarche, peut-être qu'à la fin, on restera que 3. Bah, tu me diras, tant mieux, vaut mieux être seul ou à 3 que mal accompagné. Mais est-il nécessaire d'enclencher des dynamiques collectives qu'avec les gens qui sont capables d'un tel degré de maturité? N'y a-t-il pas également une démarche initiatique? C'est que peut-être il y a des gens avec nous qui ne sont pas capables d'un tel degré de maturité, mais en nous fréquentant et en travaillant dans ce collectif, ils vont atteindre petit à petit ce degré de maturité, une forme de tolérance par rapport à l'incapacité de certains à se dévoiler. oui.
Ma réponse, elle est totalement affirmative, oui, mais, et donc là, il y a un mais, à ce moment-là, on va compenser le manque de maturité et ou le manque de conscience des membres d'un groupe à travers l'établissement de règles extrêmement claires. Et à ce niveau-là, je vais te raconter 2 petites anecdotes, puisque bon, j'ai été formateur en entreprise, donc j'ai travaillé avec des collectifs, des petits collectifs comme tu les appelles, pendant quand même pas mal d'années, depuis 1990 jusqu'en 2005 à peu près, donc à peu près pendant 15 ans. Et puis après, j'ai abandonné le monde des entreprises, mais je n'ai pas fait des interventions que dans les entreprises. J'ai aussi fait quelques interventions dans des associations à but non lucratif, dans des monastères aussi. Et j'ai fait aussi des interventions. J'ai fait une intervention auprès des lieutenants-colonels de gendarmerie française. Et j'ai pu vérifier qu'il y a des contrastes très, très grands. Et contrairement à ce que je pensais au départ, les endroits où j'ai trouvé le plus de jeux de pouvoir, c'était dans les communautés religieuses et dans les communautés spirituelles. C'est-à-dire, soi-disant, des gens donc, c'était pas que des communautés religieuses avec des moines ou des moniales, etc. Non, il y avait aussi des communautés spirituelles, des gens qui, soi-disant, sont tous très élevés spirituellement, qui ont une conscience, qui te disent des namastés à tout bout de champ, etc. Eh bien, paradoxalement, c'est dans ces groupes-là que j'ai vu les plus fortes situations de jeu de pouvoir, absolument, vraiment dévastatrice pour l'intégrité psychique des individus. Inversement, lorsque j'ai été faire ce séminaire de formation sur la communication et les émotions et la gestion des situations émotionnelles avec des lieutenants-colonels de gendarmerie, j'ai été frappé de voir que les jeux de pouvoir, chez eux, ça n'existe pas. Pourquoi? Ben, en fait, dans la gendarmerie, il y a des règles qui sont tellement strictes que, en fait, nos propensions à essayer de contrôler de façon indirecte, implicite, etc., n'ont pas de place. C'est-à-dire qu'en réalité, notre nature humaine n'a pas la possibilité de s'introduire dans les failles du système, parce que le système n'a pas de failles. Alors que dans des associations ou dans des groupes spirituels où on se dit on est tous égaux et il n'y aura pas de pouvoir entre nous, il n'y aura pas de chef, etc., et il n'y aura pas de règles et on va le faire au ressenti, etc., eh bien là, c'est le open bar pour l'inconscient, hein, c'est l'apothéose et il se dit waouh, toutes les failles, en fait, les inconscients de chacun vont s'introduire dans toutes les failles. Et c'est là que ça devient, mais vraiment, je dirais, le foutoir intégral sur le plan relationnel. Et ça peut se terminer de façon extrêmement dramatique et toxique pour les individus. Et en discutant avec les lieutenants-colonels, parce que j'avais un programme de 5 jours, après 3 jours, j'avais fini mon programme. Et bon, j'avais quand même plus de 10 ans d'expérience de formation. Je savais combien de temps il me fallait pour voir le programme. En 3 jours, j'avais terminé. Et le soir, il y a un lieutenant-colonel qui me dit et alors, monsieur Crèvecoeur, qu'est-ce que vous pensez de notre groupe? Bon, ça, c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Et je dis, écoutez, je suis vraiment étonné. Je dis d'abord, bon, je suis objecteur de conscience, antimilitariste, etc. Donc, je suis venu très sceptique de ma capacité à vous faire travailler sur l'expression de vos émotions, la gestion des émotions de vos propres équipes sur le terrain, etc. Et je dis, je me rends compte qu'en fait, vous faites très bien les exercices, vous êtes très à l'aise pour exprimer vos émotions, j'ai vraiment rien à vous dire, vous êtes vraiment exceptionnel dans la façon de faire. Et ils m'ont répondu 2 choses. Ils m'ont dit, écoutez, de toute façon, je vais vous donner l'explication de pourquoi ça se passe bien entre nous.
Un, dans la gendarmerie, tous les 3 ans, on nous oblige à changer de territoire pour qu'il n'y ait pas de collusion avec les milieux mafieux, etc., etc. Donc, de toute façon, chez nous, le changement, c'est la règle. Donc, à partir du moment où vous nous dites, bon, ben, vous allez exprimer vos émotions de façon différente, eh bien, on va le faire parce que nous, le changement, ça fait partie de notre ADN. Ah, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé. Il dit, deuxièmement, on a appris à respecter la hiérarchie. Ici, dans ce groupe, le hiérarchique, c'est vous, puisque c'est vous le formateur. Donc, on a appris à obéir sans discuter à la hiérarchie, etc. Mais pour moi, ça a été une leçon extraordinaire et c'est grâce à eux que j'ai compris pourquoi c'était le bordel dans les groupes spirituels où on disait, oui, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas c'est là où je me suis rendu compte que moins il y a de structure, moins il y a de règles écrites et approuvées par tout le monde, et où chacun s'est engagé à respecter les règles, plus on se prête, plus on prête le flanc du groupe à des jeux de pouvoir absolument destructeurs. Voilà. Donc, en fait, on a au moins 2 stratégies pour éviter ce genre de difficultés à l'intérieur des groupes. Un, c'est si on a autour de la table que des gens qui sont effectivement conscients de leurs propres ombres, etc., on peut faire ce travail. Mais ça ne nous dispense quand même pas de mettre en place des règles du jeu très claires. Et plus les règles sont claires, moins il va y avoir de jeux de pouvoir. C'est tout. C'est ce que je vis aussi dans mon entreprise. J'ai pour l'instant 6 collaborateurs. Ben, en fait, les choses se passent extrêmement bien parce que j'ai mis des règles très, très claires et qui donnent paradoxalement énormément de liberté à chacune des personnes qui se trouvent dans mon entreprise. Mais parce que les règles, à partir du moment où elles sont comprises, elles donnent un espace de liberté. Ça, c'est un avocat qui m'a fait comprendre cela. Il m'a dit, est-ce que tu te rends compte que les anciennes règles de droit étaient des règles qui respectaient nos libertés en tant que citoyens? Je dis non, je comprends pas ce que tu veux dire. Il dit, est-ce que dans le code de la route, on te dit que tu ne peux pas dépasser le 100 km à l'heure ou le 120 km à l'heure. On ne te dit pas que tu dois rouler à du 87 km à l'heure. Il dit, c'est ça toute la différence. C'est quand on te dit ce que tu ne peux pas dépasser, à l'intérieur de ça, sur l'autoroute, tu ne peux pas faire moins de 50 et pas plus de 100, par exemple, ou de 120. Bon, mais une fois que les règles sont mises en place, j'ai un bac à sable dans lequel je peux exprimer toute ma liberté. Et pour moi, j'ai toujours veillé à ce que dans un groupe, lorsque j'accompagnais des groupes qui voulaient se structurer, j'ai toujours veillé à ce que les règles soient formulées de façon négative. C'est les limites à ne pas dépasser. Et à l'intérieur de ces limites, c'est vous faites ce qui vous semble juste. Voilà. Et ce sont donc des garde-fous. Et malheureusement, depuis quelques dizaines d'années, il y a une dérive au niveau juridique qui fait que de plus en plus de règles disent aux citoyens ce qu'ils doivent faire plutôt que dire aux citoyens ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et ça, c'est toute une différence. Ça prépare aussi le lit du totalitarisme. Et puis, il y a également au niveau du droit une autre dérive, alors pas dans tous les pays, mais où les lois deviennent de moins en moins claires Oui. et où la marge interprétative du juge devient de plus en plus grande. Et c'est la porte ouverte à tous les arbitraires et à toutes les injustices. Alors, si j'ai bien compris, en fait, les collectifs un peu bisounours, on s'aime, bisous, bisous, et tout va bien, il n'y a pas de hiérarchie, ça fait pas long feu en général, à moins d'avoir un degré de maturité, voilà, où on côtoie les anges en même temps que l'on est là. Ce qui est le plus fonctionnel, c'est d'établir une charte avec des règles claires, mais des règles qui rendent possible des périmètres de liberté, des champs de liberté, à condition que ces règles soient cohérentes et soient utiles, parce que le but n'est pas d'avoir des règles arbitraires. Et donc, pourquoi pas ne pas forger collectivement ces règles au début pour mieux s'y plier après, plutôt que de subir des règles décidées par quelqu'un de manière arbitraire. Et puis, cela ne contredit pas forcément l'idée de hiérarchie, à condition que la hiérarchie soit ponctuelle et fondée sur les compétences. C'est-à-dire, on va faire, je ne sais pas, on va cultiver des carottes. Disons que toi, Jean-Jacques, tu connais mieux la culture des carottes que moi. Moi, c'est plutôt les tomates. Pendant que l'on va cultiver les carottes, je vais te suivre toi. Ce n'est pas une hiérarchie subie, mais c'est une hiérarchie utile.
mais qui va Oui, changer dès qu'on va passer automate. Et c'est oui. dans la nature humaine. C'est-à-dire, quand on tombe malade, on ne dit pas on va chez le premier médecin. On cherche le meilleur médecin que mon budget me permet. Mhm. Ça, c'était théorisé par Platon, etc. Cette idée de l'aristocratie, ce qu'en fait, on est tous quelque part en quête d'aristocratie. Mais elle doit être légitime, et pas Oui. arbitraire, et pas illégitime, et ponctuelle en fonction du contexte. Ce qu'on appelle le mandat impératif, contrairement au mandat représentatif. Le mandat impératif, je te mandate pour telle mission, parce que tu es le meilleur d'entre nous. Là. Mais dès que la mission se termine, je redeviens comme tout le monde, et c'est un autre qui va être mandaté pour autre chose. Est-ce que tu aimerais ajouter pour compléter, parce que ça ne peut pas se compléter, il y a tellement de choses que je m'interdis d'évoquer, sinon on va aller sur 4 heures. Mais Des oui, ben, conseils pratiques pour les collectifs, il y en a plein qui nous écoutent, qui font partie de collectifs, qui n'ont peut-être pas adopté toutes les démarches que l'on vient d'évoquer, alors qu'est-ce que tu les recommandes? euh, oui, ben, en fait, oui, d'abord, ce que tu disais, c'est juste la distinction qu'on fait entre le pouvoir de position et le pouvoir de compétence. Hein, le pouvoir de position, c'est un pouvoir qui est donné par le collectif de façon temporaire ou permanente, mais qui ne veut pas dire nécessairement qu'on va brimer la liberté des membres du groupe. Le pouvoir de compétence, c'est effectivement, je suis plus spécialiste que toi de la culture des carottes. Bon, bah, donc, si tu veux apprendre à cultiver les carottes, ben, viens chez moi et moi, je viendrai chez toi pour apprendre à cultiver les tomates. Donc, effectivement, ça, c'est toujours quelque chose à bien distinguer. Et peut-être que la chose que je voudrais rajouter, parce que j'avais fait à un moment donné, j'avais offert plusieurs vidéos gratuites d'ailleurs sur, on pourra peut-être les mettre sous la vidéo parce que je crois qu'elles sont encore en ligne. J'avais fait 3 vidéos au moment de la crise Covid-19, je crois que c'était en 2022 que j'ai fait 3 vidéos de conseils sur la manière de gérer les groupes citoyens et les groupes résistants. Et j'avais eu énormément de feedback positif. Et en plus, c'était gratuit parce que je trouvais que c'était vraiment important dans un contexte comme ça de ne pas faire payer ce genre de formation. Ben, c'est une vraie formation. Donc, c'est 3 vidéos sur les groupes collectifs. Mais la dernière chose que je voulais dire, c'est que justement, quand on parle de pouvoir hiérarchique, j'ai passé mon temps dans les entreprises à bien expliquer aux chefs d'entreprise et aux chefs de service et aux cadres supérieurs qu'il ne fallait pas confondre donc le pouvoir hiérarchique et les jeux de pouvoir. Et je leur disais, très souvent, votre pouvoir hiérarchique devient un jeu de pouvoir à partir du moment où vous permettez de ne pas respecter les règles de l'entreprise, hein, et où vous estimez ne plus être soumis aux mêmes règles que le collectif, ça c'est clair, mais aussi et surtout à partir du moment où, en tant que hiérarchique, vous cherchez à être aimé ou à être validé par les personnes à qui vous venez de donner une instruction. Et c'est là que j'ai dû vraiment, et ça c'est peut-être une émission qu'on pourra faire rien que sur ça, Rachid, j'ai dû vraiment batailler pendant des années pour revaloriser le rôle positif du père. Hein, parce que le rôle hiérarchique, qu'on soit une femme ou un homme, c'est le rôle du père, c'est celui qui donne des limites, qui donne des règles, qui établit les règles, etc. Et ce que je leur disais toujours, c'est que vous n'êtes pas là pour être aimé, vous êtes là pour être au service de votre département ou de votre entreprise. Vous n'êtes pas là pour être aimé par vos collaborateurs, mais si vous êtes juste et si vous êtes adapté, efficace dans la manière dont vous managez votre équipe, peut-être qu'un jour, votre équipe va vous rendre de l'estime. Mais si vous cherchez l'estime au moment où vous donnez une instruction, là, vous êtes perdu parce que vous n'allez pas donner les bonnes instructions qui parfois ne font pas plaisir aux collaborateurs, mais si vous êtes tous collectivement, y compris vous, au service d'un objectif, eh bien, il va falloir à un moment donné dire, écoute, je suis vraiment désolé, mais là, il va falloir qu'on change de système informatique. Je sais que ça ne te plaît pas, je sais que ça fait 15 ans que tu travailles sur ce système informatique, mais là,
c'est absolument obligatoire pour la prochaine étape du développement de l'entreprise. Ça ne te plaît peut-être pas, mais tu n'as pas le choix parce que c'est moi le hiérarchique, c'est moi qui ai pris la décision et tu le fais. Bon, les gens vont râler sur toi, peut-être, pendant un certain temps, et puis dire, OK, c'est vrai que j'en ai su pendant 6 mois d'adopter des nouvelles habitudes au niveau informatique, mais maintenant, merci, parce que je trouve ça beaucoup plus adapté aux objectifs de l'entreprise, blablabla, etc. Donc, vraiment, et ça, je pense que c'est vraiment important qu'on relégitimise le fait que on puisse être directif avec les gens et qu'on ne cherche pas nécessairement toujours à être aimé. Et c'est ça le drame des politiciens. Bon, je ne vais pas ouvrir la parenthèse là, mais c'est quoi le grand drame des gouvernants et des politiciens? C'est qu'ils ne doivent jamais déplaire à la population, sinon ils sont sur un siège éjectable pour les prochaines élections. Alors qu'en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est faire les choses qui sont justes pour le bien commun. Et ça, être honnête tout simplement, de dire on est obligé, alors je ne vais pas vous mentir, la vérité elle est telle qu'on a un endettement d'un tel niveau, bah faut voilà, faire des sacrifices, faire des choses. Bon, après, il peut ne pas gagner, mais au moins il a été honnête. C'est toujours mieux que de mentir. Après, il y a l'autre extrême, c'est un peu Caligula, qui disait qu'il me déteste pourvu qu'il me craigne. oui, on a un peu les deux extrêmes. Alors, avant de conclure notre entretien, d'ailleurs, dans la continuité de tout ce qu'on évoquait, dans le cadre de l'Académie des relations authentiques, tu lances prochainement une formation sur comment construire des relations authentiques loin de toute la toxicité qui pourrait émaner, notamment, entre autres, de ces types de manipulations. Alors, peux-tu nous en parler un peu pour les gens qui seraient intéressés? Oui, donc pour l'instant, je suis en train de lancer la 3e cohorte de l'Académie des relations authentiques. Donc, c'est une académie de formation en ligne qui, je dirais, propose un processus de formation, apprentissage, entraînement. En fait, ça a toujours été ma pédagogie depuis très, très longtemps et c'est ça qui a fait ma réputation. C'est qu'en fait, moi, j'estime que aller suivre un séminaire de formation, c'est rarement suivi de changements durables et observables dans nos comportements, tout simplement parce que tout ce que nous acquérons pendant la formation, ça rentre par une oreille et la plupart du temps, ça ressort par une autre oreille, surtout quand on est dans une formation en ligne. Et moi, justement, j'utilise à bon escient la formation en ligne pour proposer un programme de formation, apprentissage, entraînement. Donc, en fait, il y a 3 piliers à ma pédagogie. Donc, la formation, c'est chaque fois que j'enseigne. Ce que je viens de faire ici pendant un peu plus d'1 heure, on pourrait dire que ça peut être assimilé à la formation, c'est-à-dire c'est un enseignement que je délivre. Bien. Mais à l'intérieur de chaque vidéo de formation, qui sont des vidéos qu'on peut suivre un peu n'importe quand dans la semaine parce que ce sont des vidéos qui sont préenregistrées. À plusieurs reprises, je propose des exercices. C'est-à-dire que là, je dis aux participants, mettez la vidéo en pause et faites l'exercice maintenant. On se retrouve après pour faire le débriefing de l'exercice ou pour faire la correction de l'exercice. Et ça change tout. Parce que donc, une vidéo, mes vidéos de formation durent à peu près 50 minutes à 55, 60 minutes. Mais pendant ces 60 minutes, je pense qu'en moyenne, je demande entre 4 et 5 fois de mettre la vidéo en pause pour faire l'exercice. Moi, quand j'ai appris à jouer du piano, c'est ça qui se passait. Hein. C'est pas tout d'aller chez le professeur 3/4 d'heure par semaine. Il faut après faire des exercices. Et à la fin de chaque vidéo, puisque les vidéos sont espacées d'1 semaine, donc en fait, il n'est pas possible d'aller plus vite que la musique, hein, justement. À la fin de chaque vidéo, je suggère en tout cas, un exercice d'entraînement à faire dans son quotidien. Donc, si on a appris, par exemple, pendant cette vidéo-là, d'exprimer nos émotions au jeu, eh bien, pendant la semaine, je leur dis, à toutes les occasions qui se présentent, plutôt que de dire tu m'embêtes, ce serait peut-être intéressant que vous ayez un petit pense-bête qui vous incite à dire à l'autre je suis irrité ou je suis embêté, etc., etc. Bon,
Et donc ça, l'entraînement se fait pendant une semaine. Et puis, on se retrouve à la vidéo suivante et on commence la vidéo par faire l'évaluation de ce qu'on a fait pendant la semaine. Alors ça, c'est une méthode que j'avais déjà mise au point lorsque j'intervenais en entreprise. Et ça m'a permis d'avoir une réputation absolument fabuleuse parce que j'ai eu un chef d'entreprise un jour qui m'a dit « Monsieur Crèvecoeur, je suis passionné de formation depuis 16 ans et à cause de vous, je me rends compte que pendant 15 ans, j'ai dépensé de l'argent et c'est la première fois que j'investis de l'argent en formation parce que moi, ce que je faisais, c'était intervenir un jour par mois pendant 18 mois dans l'entreprise. Et, mais ça changeait tout, évidemment, parce que là, il y avait vraiment une intégration. Donc, voilà. Dans ce programme, c'est un programme qui dure 18 mois, donc ça veut dire qu'il va y avoir à peu près 80 vidéos. Alors, je vais complètement à contre-courant de tout ce qui est proposé dans les formations en ligne, où très souvent, on nous propose en quelques heures de changer 30, 40, 50, 60 ans d'habitudes comportementales. Moi, je suis désolé, c'est ce que je dis à toutes les personnes qui s'intéressent à mon travail. C'est la phrase de Paul Morand qui disait « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui ». Je pense que si on veut véritablement… Oui, c'est une très belle citation que je cite souvent. Hein, « Le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui ». Et je cite évidemment l'exemple des cathédrales. Les cathédrales, on a mis entre 100, 150, parfois 200 ans pour les bâtir, mais 9 siècles plus tard, elles sont encore debout. Je doute que les maisons que l'on construit en quelques semaines soient encore debout dans 9 siècles. Eh bien, pour moi, c'est la même chose. C'est pour ça que je suis complètement, je dirais, hors norme au niveau de la formation en ligne. C'est parce que je sais par expérience, j'ai quand même 36 ans d'expérience dans la formation, j'ai fait de la recherche en pédagogie avant d'être formateur à l'université pendant 2 ans. Je sais que si on a pris des habitudes, et on en a parlé dans notre entretien aujourd'hui, si on a pris des habitudes, si on a acquis des fausses identifications, des fausses identités auxquelles on est accroché pendant 40 ans, pendant 45 ans, pendant 50 ans, ce n'est pas vrai qu'on va d'un coup de baguette magique changer nos habitudes comportementales. Et c'est ça qui fait qu'on est très souvent déçu lorsque on investit en formation, parce qu'on ressort de là et on essaye de changer pendant 2-3 semaines, et puis par la suite, ben, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un programme qui est exigeant, mais ce que je peux dire, c'est que dans nos sondages derniers qu'on a fait, on s'est rendu compte que plus de 80% de nos étudiants vont jusqu'au bout de la formation, alors que la norme dans l'industrie de la formation en ligne, c'est qu'il n'y a que 16% qui va jusqu'au bout d'une formation qui, en moyenne, fait 3 mois. Donc, je dirais que parce qu'il y a aussi le fait que je permets aux étudiants de l'Académie des relations authentiques de se mettre en binôme, c'est-à-dire de travailler 2 par 2 à leur rythme, pour refaire les exercices aussi, parce qu'évidemment, quand on s'exerce sur la communication, c'est bien d'être aussi à 2. Et tout cela fait que, ben, en fait, parfois, ça m'arrive de rencontrer des anciens participants qui ont travaillé avec moi il y a 10 ans, puisque moi, ça fait quand même maintenant 12 ans que je fais de la formation en ligne, et qui me disent « Tu sais que j'utilise encore les outils que j'ai appris avec toi. Et d'ailleurs, c'est la seule formation que je continue à mettre en œuvre et en application parce qu'il y avait justement formation, apprentissage, entraînement. » Voilà. Et en tout cas, je te remercie, Rachid, d'être partenaire d'affiliation, parce qu'en fait, je pense qu'on peut le dire de façon très… J'allais l'annoncer parce que, effectivement, il y a un vrai marché des formations avec une logique de shopping dont on est tous des fois victimes, puisque de manière impulsive, des fois, on achète des petites formations qui nous impressionnent dans l'immédiat, mais dans les faits, quasiment nulles par la suite. Tout au plus, on en garde quelques informations de culture générale. Parce que l'idée est de respecter la temporalité de l'esprit. L'esprit a une capacité d'assimiler, de mettre en pratique, de se remettre en question. Il ne faut pas le saturer ni le brusquer. Et donc voilà, donc pour les gens qui seraient intéressés par la formation et qui voudraient s'inscrire,
et qui voudraient en même temps aider au DCTV, ils peuvent passer par le lien dans le descriptif, qui est un lien d'affiliation. Ceux qui ne le veulent pas, c'est leur droit le plus souverain. Ils peuvent aller directement s'inscrire. Et ceux qui ne veulent pas s'inscrire, qui ne sont pas intéressés, ils sont également souverains et on respecte tous les choix. Mais là, j'évoque le fait que vous aidez au DCTV en passant par le lien d'affiliation et ça nous permettra de continuer ce combat que l'on mène et ce partage gratuit à tous les niveaux, géopolitique, spiritualité, etc., que l'on réalise depuis au moins maintenant 2 ans. Oui, et je voudrais ajouter une chose, c'est que si vous cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo de Rachid, il y a 2 choses que je veux dire. C'est que pour l'instant, j'ai mis en ligne déjà 3 premières vidéos gratuites de formation. Donc en fait, vous allez avoir droit à 5 heures de formation gratuite avant que les inscriptions pour l'académie ne s'ouvrent. Et donc même si vous dites oh non mais moi j'ai pas d'argent, c'est pas possible, c'est bien gentil, mais voilà, allez-y quand même. C'est-à-dire que cliquez sur le lien dès maintenant parce que vous allez avoir 5 heures de formation sur les dimensions inconscientes des relations interpersonnelles et qui ne fait pas partie du programme payant qui vient par la suite. Donc, c'est vraiment un programme d'introduction, mais que je mets à la disposition de tout le monde parce que je trouve que c'est important que tout le monde ait au moins accès à cette première information en 5 fois 1 heure. Donc, ce ne sont pas des vidéos de marketing, c'est vraiment des vidéos de formation. Hier soir, j'ai enregistré la numéro 4 qui va sortir ce vendredi 7 mars. Voilà, et les inscriptions commencent le 12 mars jusqu'au 23 mars. Deuxième chose, je sais que parmi ta communauté, Rachid, il y a des personnes qui sont au Maroc. Enfin, je ne sais pas si tu en as beaucoup. Oui, il y en a quelques milliers. Ouais. Voilà. Et il y a aussi peut-être quelques personnes francophones qui sont russes, je ne sais pas, mais il se fait que notre système, pour une raison assez obscure, bloque les inscriptions des personnes qui vivent en Russie, en Chine et au Maroc. Bon, ce qui fait que la façon de vous inscrire, avec toujours le lien, c'est que vous devez avoir un VPN. Donc, vous mettez le VPN à Paris ou à Montréal, ou enfin, peu importe, en dehors de ces 3 pays. Et à ce moment-là, vous pourrez vous inscrire pour visionner les vidéos gratuites et éventuellement vous inscrire. Voilà. Et puis de toute manière, à notre époque, un VPN est indispensable pour tout, pas uniquement pour le... Voilà. Donc, il vaut mieux avoir un bon VPN. Jean-Jacques Revka, merci infiniment. Avant de nous quitter, peux-tu nous parler un peu du prochain épisode? Ça va porter sur quoi? Alors, je t'avais proposé par téléphone de parler du deuil, du processus de deuil. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui t'intéresserait de traiter dans le cadre de Métanoïa, parce que je pense que si on reprend encore la notion de Métanoïa, je pense qu'il y a moyen de regarder le deuil d'une autre façon. Et moi, c'est un peu je dirais, ma marque de fabrique, je dirais, ou ma spécificité, c'est que j'essaye toujours de regarder les choses d'une autre façon, sous un autre angle. Et je pense que intégrer le deuil dans notre vie pour mieux vivre me paraîtrait un très beau sujet pour le prochain épisode. D'autant plus que nul d'entre nous ne peut échapper au deuil et que, étant mortel, voilà, on finit tous par passer par là. Il n'y a pas de manuel qui nous prépare au deuil. Ouais. Et que voilà, il y a beaucoup de gens qui se retrouveraient dans un entretien, voilà, qui aborderait la question du deuil. Donc, ça sera le prochain sujet. Jean-Jacques Revka, merci infiniment. Merci infiniment. Merci Rachid. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Alors, j'ai l'habitude de regarder la caméra, mais là, c'est la webcam. Donc, prenez soin de vous et prenez soin de vous en appliquant ce dont on vient de parler dans cet entretien, en évitant de vous manipuler mutuellement. Ouais. À très bientôt. À bientôt.